3 décennies de journalisme culturel sur TV5 Monde. En quoi l'écriture de Testament de Charles représente-t-elle une nouvelle étape dans votre rapport au récit africain? Alors, deux choses. La première, c'est que l'écriture, elle a d'abord été journalistique pour moi pendant longtemps. La deuxième chose, c'est que le récit africain, je ne peux pas dire que j'avais un rapport particulier ou que je m'interrogeais sur ce qu'est le récit africain. Et je précise ça parce qu'il y a une sorte d'occent en ce moment sur des nouveaux narratifs qui seraient éventuellement à l'origine de textes, etc. Ce n'est pas du tout mon cas. Okay. Si en revanche le Testament de Charles répond à une attente de cette nature, alors c'est très bien. Mais ma démarche littéraire n'est absolument pas liée soit à une volonté mienne d'aller chercher une histoire comme celle de Charles Ntchoréré, oui, encore moins d'essayer de m'inscrire dans une démarche de narratif nouveau nécessaire pour les jeunes générations africaines. Cette histoire m'a percuté en 2009 grâce à des jeunes Gabonais qui m'ont fait connaître l'existence de Charles Ntchoréré. Et en 2010, quand je suis allé à Libreville au Gabon, le neveu du capitaine Charles Ntchoréré, Marcel Robert Ntchoréré, qui dirige la fondation Capitaine Charles Ntchoréré, m'a confié une mission, celle de faire vivre, de faire revivre la mémoire de son oncle. C'est devenu un devoir pour moi. Pour une raison toute simple, c'est que la trajectoire du capitaine Charles Ntchoréré à travers les archives que je lisais à ce moment-là avait un écho puissant sur moi et sur ma propre trajectoire. Et il me semble, pour répondre à la question du récit africain, que c'est simple. Moi, je raconte l'histoire d'un fils d'Afrique à travers le roman. Si cette histoire et les choix romanesques qui sont les miens répondent à cette attente, tant mieux. Mais je n'ai pas eu une démarche qui serait au préalable, tiens, je vais répondre aux besoins de nouveaux récits africains. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ok, super, merci. Mais est-ce que votre expérience journalistique vous a influencé à l'approche de la transformation de l'histoire en fiction ou au niveau de la construction des personnages ou au niveau de votre recherche historique? C'est d'abord dès l'origine, dès les débuts, qu'il a fallu que je me pose la question de savoir ce qu'est la littérature par rapport au journalisme qui était jusque-là mon quotidien. Et l'écriture journalistique n'a rien à voir avec la littérature, absolument rien. Et donc, j'ai sollicité celle qui, à l'époque, était une amie que je voyais quotidiennement, c'est moins le cas aujourd'hui, Léonora Miano, l'écrivaine camerounaise bien connue. Okay. Et c'est Léonora Miano qui, un jour, à Paris, m'a fait faire un exercice tout simple qui consiste à raconter une histoire dont j'ai choisi les personnages pendant une dizaine de minutes à peu près par écrit. Ensuite, nous nous sommes lus réciproquement ces histoires. Elle a lu la mienne et moi la sienne. Et j'ai compris la différence. J'avais moi une écriture journalistique et elle faisait de la littérature. Super. Ok, vous avez consacré 14 ans à l'écriture de ce roman. Quels ont été les défis les plus inattendus durant ce long processus? Je n'ai pas consacré 14 ans à l'écriture de ce roman, Le Testament de Charles. Okay. C'est un processus qui a duré 14 ans. Il a commencé par une plongée dans les archives, une enquête en parallèle de cette plongée, et elle s'est poursuivie par la rédaction de ce qui s'apparentait à une biographie qui au fil du temps est devenue romancée. Et puis un jour, un de mes amis, un confrère, Mohamed Aïssaoui, qui est journaliste au Figaro à Paris, m'a conseillé de faire un roman si je voulais toucher le plus grand nombre. Voilà comment je bascule en réalité de la biographie romancée au roman. C'est deux univers totalement différents. Ok. Et les 14 années entre le moment où vous avez été au Gabon et la sortie du livre, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez, quelles sont les grandes étapes que vous avez traversées durant ces 14 années? En réalité, le processus se poursuit encore. Okay. Celui qui a abouti à la publication du livre a duré 14 ans, puisque le livre a été publié en septembre 2014.
Et il a commencé en 2010. Et c'est un processus qui est initiatique. Septembre 2024. Le livre a été publié en septembre 2024. Lapsus. Oui. Merci. Le processus qui a abouti à la publication du Testament de Charles est un processus initiatique. Autrement dit, à mon sens, ça n'engage que moi, ce roman est un roman de formation. Et c'est un processus initiatique qui me concerne dans mes choix de vie, mon épouse et moi. Et juste une petite anecdote à ce sujet. Grâce à mon épouse, j'ai poursuivi un processus initiatique que nous avions commencé au moment de notre rencontre en 1996 à travers cette aventure. Et mon épouse était comme une sorte d'aiguillon qui, par exemple, me disait à chaque fois que mon texte ne correspondait pas à ce que, par exemple, il convient de faire pour un roman, me disait, écoute, tu n'as pas touché la cible, tu vas recommencer. Et donc, ce processus qui est à la fois un processus qui permet à un homme de grandir, était couplé avec celui de l'écriture d'un texte qui lui aussi a grandi au fil du temps, pour aboutir à quelque chose qui convienne à la fois à ce que j'imaginais moi comme texte romanesque, mais aussi à la mesure du personnage qu'est le capitaine Charles Tchorer. Et ça, c'est arrivé il y a juste quelques mois. Ce processus a été entrecoupé de tas de choses. Par exemple, la création d'un projet de documentaire auquel j'ai travaillé pendant de longs mois en délaissant le texte romanesque. Donc, il y a bien d'autres étapes et bien d'autres choses que j'ai faites. Mais voilà, c'est 14 ans d'un processus qui n'est pas essentiellement consacré à l'écriture du texte. Mais tout ça, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, nourrit évidemment le texte. En gros, le Testament de Charles, c'est beaucoup plus qu'un roman. C'est beaucoup plus qu'un roman. C'est une partie de votre vie, en fait. Le Testament de Charles est une partie essentielle de ma vie parce que si ma femme a fait de moi l'homme que je suis, alors le Testament de Charles lui a permis de poursuivre ce travail et ce travail a duré 14 ans. Merci. Maintenant, pourquoi avoir choisi de publier avec deux éditeurs, Les Lettres Mouchetées et Aphrodite, en moins de 6 mois? Est-ce une stratégie pour toucher des publics francophones différents, ceux de l'Occident et ceux d'Afrique? Il y a une réponse, disons, à plusieurs niveaux. Mais je vais essayer de la limiter peut-être à 2 niveaux. D'abord, au moment de la publication de ce livre, je me suis senti absolument béni. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile. Et un texte comme le mien, en France où je vis, ne répond absolument pas au contexte politique et social du moment. C'est-à-dire que ce texte est perçu par beaucoup comme une critique en règle de ce qu'a été la France coloniale, de ce qu'est la France aujourd'hui. Et donc, par conséquent, les éditeurs parisiens ne sont pas extrêmement chauds et ne veulent surtout pas prendre de risques avec un livre comme celui-là. C'est la raison pour laquelle, en effet, au moment de la recherche des éditeurs, j'avais au fond de moi un rêve que ce soit une grande maison labellisée Afrique, sur le continent ou en dehors, qui puisse publier ce texte. Je pensais notamment à la maison Présence africaine, pour toute son histoire, grande, et pour ce qu'elle est. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et puis est arrivée cette solution, Les Lettres Mouchetées, une maison dont le siège est au Congo-Brazzaville. Et ça a été pour moi comme une énorme bouffée d'oxygène. Après 4 années de recherche laborieuse avec mon agent littéraire, Raphaël Thierry, que je salue au passage. Voilà, donc
Au fond de moi, je pensais à l'Afrique pour la publication de ces textes. Et malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas tout à fait, je dirais, une chaîne du livre qui puisse répondre à tous les auteurs à la mesure qui est la leur. Il y a peut-être des maisons que j'ignore, hein, parce que je n'ai pas la science infuse, qui font ce travail, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas rencontré. Et ça, c'est pour les lettres mouchetées. Quant à Aphrodite, il se trouve que mon agent littéraire, là aussi, Raphaël Thierry, a fait un travail formidable pour une raison, c'est que ce livre devait être disponible sur le continent africain. J'ai parlé de ce que je portais moi, compte tenu de qui était le capitaine Charles Tchoréré, c'est-à-dire un fils du continent qui a œuvré pour l'émancipation du continent. Et Raphaël Thierry a travaillé à rendre ce livre le plus tôt possible disponible en Afrique. Et je me souviens que lors d'un échange avec la distributrice de Muriel Troadec, mon éditrice, Ange Bellé, elle m'a conforté et m'a encouragé à faire en sorte que ce livre soit présent, notamment au Cameroun. Et c'est grâce à elle que, au moment de sa parution, ce livre est devenu immédiatement disponible sur la plateforme de Madon. Et je vous remercie au passage parce que c'était absolument capital la présence de ce livre simultanément à Paris et au Cameroun. Nous vous remercions également pour cela. Parce que c'est important. C'est important que l'histoire qui concerne un grand fils d'Afrique et puis surtout tous les tirailleurs sénégalais, que cette histoire soit disponible en même temps en Europe et en Afrique. Super. Maintenant, nous allons un peu parler des thèmes et des personnages de votre œuvre. Donc, Charles incarne le paradoxe de l'assimilation. Il combat pour la France tout en étant rejeté par elle. Comment avez-vous travaillé cette tension intérieure dans son monologue? Alors ça, c'est une question fondamentale. Là, nous sommes au cœur du roman. Je crois que à la lecture des archives du capitaine Charles Tchoréré, j'ai été très ému. J'en pleurais avec mon épouse par l'envergure du personnage et la manière dont, sous la colonisation, il a essayé de tenir les deux bouts tendus d'un fil qu'on pourrait relier, je schématise, entre l'assimilation à laquelle il aspirait malgré lui à la suite d'un lavage de cerveau que subissent toutes les populations qui sont évangélisées, qui sont colonisées. Et donc, il y avait ce bout qu'il fallait tenir, celui de cette aspiration à aller vers ce qu'il considérait comme la modernité, c'est-à-dire la modernité occidentale, et puis son ancrage, le socle qu'il avait reçu dès son plus jeune âge, le socle ancestral. Et dans ce roman, il est incarné par le vieil Okili. Cette tension, j'ai voulu absolument la faire ressortir parce que c'est en partie ce que j'ai vu dans les archives et ça m'a touché parce que c'est en partie mon histoire aussi. Je suis allé dans une école catholique en Koléoué et je me souviens déjà au lycée général Leclerc à Yaoundé de ce que je ressentais vis-à-vis d'une communauté de métis qui vivaient souvent entre eux. Et quand je suis arrivé en URSS d'abord, puis en France ensuite, surtout en URSS, j'ai été percuté, mais violemment, par le racisme. Et j'en suis parti, j'ai passé une année scolaire parce que je n'ai pas supporté le racisme violent des soviétiques. Et donc, me sentant hors de l'humanité aux yeux des soviétiques, j'ai préféré quitter Moscou pour aller m'installer à Paris, où je vis toujours aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une volonté d'essayer de faire ressortir ce que moi j'avais connu, mais que des années avant moi, le capitaine Charles Tchoréré avait expérimenté chez lui à Libreville au Gabon. Ok. En parlant du personnage Okili, le grand-père traditionnaliste, il semble symboliser la résistance à la colonisation. En quoi représente-t-il une contre-narrative à la quête d'identité de Charles? Alors,
le vieil Okili représente ce que je considère comme une alternative que tous les peuples du monde peuvent, à un moment donné de leur histoire, choisir. Les Japonais, par exemple, entre le 9e et le 11e siècle, sont allés emprunter aux Chinois l'écriture, le bouddhisme, la riziculture, etc., etc., pour renforcer leur nation, renforcer l'État qui était le leur à ce moment-là, sans jamais devenir chinois. Et dans le testament de Charles, le vieil Okili dit à son petit-fils Charles, tu peux prendre chez les Européens ce que tu estimes nécessaire pour féconder le socle ancestral qui est le tien. Et ainsi définir une voie originale vers ce qui sera une modernité typiquement gabonaise ou africaine. Voilà le choix qu'il lui propose. Voilà ce qu'il lui suggère. Et donc, dans cette sagesse du vieil Okili, il y a simplement la volonté d'être soi, tout le temps, partout. Ok. Le titre Le Testament de Charles évoque un héritage à la fois personnel et historique. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette notion de legs? Ce sont les valeurs, notamment, qu'incarne le capitaine Charles Ntchoré. Le courage, l'abnégation, le travail, toujours. Et j'ai choisi ce titre, le Testament de Charles, parce que la dernière lettre que le capitaine Charles Ntchoré a adressée à son fils Jean-Baptiste Ntchoré. Je rappelle au passage que Charles Ntchoré a été assassiné par les nazis à Irène, dans le nord de la France, le 7 juin 1940. Et 3 jours plus tard, le 10 juin 1940, son fils aîné, Jean-Baptiste Ntchoré, sera tué à 30 km d'Irène, toujours dans le nord de la France, par un bombardement allemand sur son canon anti-char. Et donc, pour revenir au capitaine Ntchoré, eh bien, il a écrit une lettre à son fils en août 1939, et dans cette lettre, il dit à son fils ceci, notamment: si la France veut de nos vies, eh bien qu'elle les prenne. Ils prophétisent un sacrifice qu'ils ont vécu, tous les deux. Autrement dit, ils ont donné leur vie pour que la France, qu'ils considéraient à l'époque comme la mère patrie, reste libre. Il s'agit, dans cette lettre, d'une forme de testament, pas seulement pour les descendants de la famille Ntchoré, mais pour l'ensemble des populations subsahariennes. Et il le laisse entendre dans cette lettre, d'où le choix de ce titre. Ok. La colonisation laisse des cicatrices, selon vos mots. Comment ces blessures se manifestent-elles dans le rapport de Charles à la France et à ses origines gabonaises? Les manifestations du racisme, les stigmates de la colonisation, les stigmates de la colonisation se ressentent souvent de la même manière chez les colonisés. C'est notamment dans les manifestations de racisme. C'est-à-dire que si on ne fait pas un travail sur soi pour accepter les stigmates, accepter l'héritage colonial et essayer de le dépasser, lorsqu'on est en face d'un Européen, surtout les ressortissants des grandes puissances coloniales, quels qu'ils soient, on voit d'abord en lui un descendant de colons. Il y a par exemple cet aspect des choses qui est extrêmement important. Et si on a ces rapports, alors on a tendance à agir de manière émotive d'abord. Et très souvent, en tout cas pour ce qui me concerne, je me noyais dans mes émotions et donc je n'étais pas en mesure, par exemple, d'avoir des discussions sur la colonisation qui soient des discussions constructives. Très vite, je tombais dans l'attaque ad hominem, l'attaque personnelle. Ouais. Je connais. Bon, là on va sortir un peu de l'œuvre. Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Vous avez parlé de l'histoire
vous avez prononcé le mot histoire à maintes reprises. Vous avez prononcé le mot mémoire et le mot colonial a été aussi prononcé à plusieurs reprises. Donc on va parler maintenant de l'histoire et de la mémoire coloniale au travers de cette œuvre. En réhabilitant la figure des tirailleurs sénégalais, pensez-vous que la littérature peut corriger les silences de l'histoire officielle? Je pense que de ce point de vue-là, c'est absolument essentiel. La littérature en particulier, mais les arts en général, permettent à minima, effectivement, de corriger les oublis ou les points aveugles de l'histoire, et en particulier de l'histoire officielle. En France, par exemple, la littérature, le cinéma a contribué à mettre en exergue le drame des tirailleurs sénégalais. Je rappelle qu'il a fallu attendre le film indigène de Rachid Bouchareb pour que la France sorte du scandale innommable de la cristallisation des pensions des tirailleurs sénégalais et de toutes les autres questions qui les concernent. Donc la littérature est absolument fondamentale. Quand j'écris ce livre, ou quand l'écrivain guinéen Tierno Monenembo écrit Le terroriste noir sur l'histoire d'Adiba, il fait une œuvre plus qu'utile. C'est vraiment une manière d'éviter ces points aveugles ou de sortir de la gangue obscure, mais vraiment des ténèbres de l'histoire des hommes qui, pour la plupart, durant la Première Guerre mondiale comme durant la Seconde Guerre mondiale, n'ont souvent rien demandé et se sont retrouvés sur des champs de bataille où ils n'avaient en principe rien à y faire. Donc la littérature est absolument essentielle à ces aspects de l'histoire qui sont des aspects oubliés ou volontairement tus pour des raisons qui confortent les États, quels qu'ils soient. Ok. La naturalisation de Charles est un acte à la fois politique et identitaire. Comment interprétez-vous son désir d'être français face aux réalités coloniales de l'époque? Il faut comprendre une chose toute simple. Ces jeunes gens, d'ailleurs les moins jeunes étaient dans la même situation, vivaient sous la colonisation. Imaginez l'époque actuelle avec Trump. Vous n'êtes pas, vous, personnellement, ou nous, collectivement, ici au Cameroun, nous ne sommes pas en mesure de faire le poids face à une administration Trump qui a décidé d'influer sur la marche du monde. Et nous devenons donc prisonniers des excès de pouvoir d'un individu et de son administration. À l'époque, il ne s'agit pas d'un individu, c'est un système mondial, la colonisation, à cette époque-là. Donc, ces jeunes gens vivent sous la colonisation et malgré tout, ils doivent s'en sortir parce qu'ils ont des rêves, notamment des rêves d'émancipation de leur pays, le Gabon. Et l'une des possibilités qu'on leur présente, mais qui est quasi inaccessible, c'est la citoyenneté. Pourquoi? Parce que les populations noires subsahariennes à cette époque-là sont des indigènes. C'est un statut officiel qui les cantonne dans une sorte de sous-humanité. Et ces jeunes gens se disent, malgré tout, nous devons vivre. Et si nous faisons le choix de vivre, alors quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? L'une d'elles, c'est la naturalisation. Et le capitaine Charles Thioré avait compris et choisi la voie militaire pour pouvoir poser des actes exceptionnels, ce qu'il a fait en 1925 dans le Djebel Druze en Syrie, pour pouvoir ensuite bénéficier de la naturalisation et donc de la citoyenneté. C'est tout simple, c'est pas très compliqué à comprendre. Okay. En situant l'intrigue durant les deux guerres mondiales, vouliez-vous souligner l'ironie d'une Europe libérée par des soldats coloniaux qu'elle opprimait? Non, c'est plus que ça. C'est pour mettre, d'une certaine manière, les puissances occidentales face à l'histoire dont elles ne veulent pas dans leurs récits nationaux. Aujourd'hui, l'histoire
de la colonisation et l'histoire des anciens pays colonisés est marginale dans le récit national français, par exemple. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne veulent pas voir ce que cette histoire a de scandaleux et ce qu'elle continue de produire qui n'est pas juste et qui continue d'être scandaleux. Quand, par exemple, les soldats français interviennent au Mali, ils sont accueillis au début de cette opération, Serval, par des cris de joie des populations maliennes qui les saluent. Lorsqu'il s'est agi des tirailleurs sénégalais et du débarquement de Provence, par exemple, le défilé sur les Champs-Élysées, les soldats africains, les tirailleurs sénégalais qui avaient débarqué en Provence, dans le sud de la France, ont été exclus. C'est ce qu'on appelle le blanchiment des troupes qui ont défilé sur les Champs-Élysées après la victoire en 1945. Je ne prends que les épisodes les plus connus, mais voilà, je termine en disant une chose toute simple. Quand il s'est agi de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, il y a des dizaines de milliers, je dis bien des dizaines de milliers de jeunes gens qui ont été contraints par différents stratagèmes, différentes politiques coloniales. Ils ont été contraints d'aller faire la guerre sur les terrains, les champs de bataille européens. Beaucoup y ont laissé leur vie. Beaucoup ont laissé des familles orphelines, des enfants orphelins, des mères, des pères qui ont perdu leurs enfants et sans doute peut-être le goût de vivre. Ça n'a pas de prix lorsque les jeunes gens se comptent ainsi par dizaines de milliers. Et ces histoires, pas seulement celles de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, y compris celles de l'après-Seconde Guerre mondiale, avant les indépendances, ces histoires doivent continuer d'être racontées de toutes les manières possibles pour qu'elles soient incluses dans l'histoire des anciens pays colonisés comme dans celle des anciennes puissances coloniales. Super. Maintenant, on va parler de la résonance contemporaine, de ce que j'ai pu tirer de cette œuvre. La quête d'assimilation de Charles rappelle des débats actuels sur l'intégration et le multiculturalisme. Quel parallèle établirez-vous entre les enjeux postcoloniaux et les enjeux d'aujourd'hui? Je crois que j'y ai répondu tout à l'heure. Brièvement. Je n'ai pas besoin d'établir de parallèle. Pourquoi? Parce que il y a une permanence d'un certain nombre de problématiques. Je ne prends qu'un exemple, les problématiques néocoloniales qui peuvent concerner par exemple le domaine économique avec les matières premières qui continuent d'être vendues à des prix fixés ailleurs qu'en Afrique, c'est-à-dire sur les places occidentales. Et ça met à la fois les puissances occidentales devant leurs responsabilités, mais aussi les élites africaines d'aujourd'hui. Permettez-moi de reformuler la même question de manière un peu plus précise, parce qu'on peut aller dans tous les sens, vous avez raison. La question n'a pas été précise. Bon, les dépendances africaines ont-elles, selon vous, répondu aux interrogations de Charles sur l'émancipation qu'il recherchait? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Les indépendances n'ont pas répondu à leurs aspirations pour une raison principale, c'est que la plupart de ces indépendances ont été octroyées par les puissances coloniales et même lorsqu'elles ont été arrachées, les puissances occidentales se sont arrangées pour maintenir des moyens de domination. Je prends juste un exemple, les institutions de Bretton Woods qui imposent à beaucoup d'anciens pays colonisés
des conditions économiques qui ne leur permettent pas de sortir réellement du sous-développement. Ok, maintenant on va passer au style littéraire et à votre choix narratif. Je me suis également penché là-dessus. Le roman mêle l'histoire intime et fresque historique. Pourquoi avoir opté pour une narration à la première personne à l'approche de la mort de Charles? C'est un choix à la fois littéraire et spirituel. Parce que justement on le ressent et ça change notre façon, ça fait naître beaucoup plus d'émotions à nous que durant toute la lecture du livre au départ. Eh bien, c'est un choix volontaire. Pourquoi? Parce que il a fallu pour moi trouver le moyen, la manière d'exprimer de la façon la plus romanesque possible ce qui a été un processus pour moi initiatique. Comment parvenir à faire en sorte que une histoire qui n'est pas tout à fait mon histoire, mais une histoire qui a une résonance en moi, une histoire qui m'a permis moi de cheminer, de grandir spirituellement, comment faire en sorte que je puisse la raconter en faisant toucher du doigt au lecteur le cheminement de mon héros qui s'inspire de l'histoire du capitaine Charles Thioréré et la dimension spirituelle qui a pu nourrir ce travail chez moi pendant 14 ans. Voilà ce qui explique ce choix de l'entremêlement de l'histoire, de l'intimité, du présent et du passé. Effectivement, j'allais le dire parce qu'on remarque aussi cet entremêlement entre le passé et le présent. À un moment, on se demande même est-ce que c'est une forme de métaphore pour nous faire comprendre que cette colonisation est toujours vivante. Oui, en effet, c'est une forme de métaphore. Vous avez parfaitement compris. Okay. Il y a là une volonté, en effet, de montrer que 6 mois né après l'indépendance, en 1966, si je porte les stigmates de la colonisation, parce que descendant de colonisés, alors je ne suis sans doute pas seul. Nous portons des stigmates qui sont conscients ou inconscients, des stigmates qui sont directs ou indirects, mais c'est notre héritage, c'est notre histoire. Ok. Maintenant, on va parler un peu de la réception et de vos projets futurs. Je pense que ça sera plus... ça sera moins intense. Comment est-ce que le public africain, notamment au Cameroun et au Gabon, a-t-il accueilli ce roman, comparé par exemple à un public européen? Je parle du Cameroun et du Gabon parce que le Gabon et le Cameroun, c'est quasiment le même peuple. Et donc, notre héros aurait bien pu être camerounais aussi. Donc, dans ce sens, comment est-ce que son histoire est perçue ici et comment est-ce qu'elle est perçue là-bas? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Alors, pour le moment, je ne suis pas allé au Gabon. Je vais aller au Gabon dans quelques jours. Je suis allé au Sénégal et puis je suis actuellement au Cameroun. Au Sénégal, cette histoire était attendue par ceux qui la connaissent. Et en particulier, ceux qui sont aujourd'hui soit les encadrants, soit les élèves du Prytanée militaire capitaine Charles Thioréré de Saint-Louis au Sénégal. Et le Prytanée militaire capitaine Charles Thioréré a été baptisé ainsi par le président Léopold Sédar Senghor en 1973. Senghor avait été tirailleur sénégalais. Senghor connaissait l'histoire du capitaine Charles Thioréré. Senghor savait quelles étaient les réalités à la fois de la colonisation, mais aussi des troupes coloniales françaises. Et cette histoire était attendue. Et j'ai été célébré d'une manière inouïe au Sénégal par ceux qui l'attendaient. C'est-à-dire à la fois les anciens élèves et ceux qui actuellement sont encore au Prytanée militaire. Je précise juste pour que vous compreniez l'importance du Prytanée militaire, c'est de là que sort 80 à 90% de l'élite sénégalaise. C'est un concours qui n'est pas seulement sénégalais, il est panafricain, qui permet de rentrer là-bas. Il y a 50 places pour 3 à 4 000 candidats chaque année. Donc c'est extrêmement sélectif. Moi j'y ai rencontré des enfants brillants, mais vraiment des hauts potentiels, qui ont
joué une pièce de théâtre qui m'a ému aux larmes. Voilà comment ça a été accueilli par ceux qui savent. Ceux qui découvraient l'histoire, que j'ai rencontré également, parce que j'y ai passé près d'un mois, étaient intéressés par ce que cette histoire pouvait leur apporter à eux aujourd'hui, jeunes gens. Et j'étais à chaque fois obligé de leur dire, vous savez, les questions d'immigration qui ont concerné les tirailleurs sénégalais dès la Première Guerre mondiale sont toujours actuelles aujourd'hui. Donc, vous êtes concernés à la fois par l'histoire coloniale, parce que c'est votre histoire coloniale qui est racontée là et elle est méconnue, celle de l'entre-deux-guerres. Mais au-delà de ça, les problématiques qui sont évoquées, celle de l'immigration par exemple, vous concernent. Mais il n'y a pas que celle-là, il y a celle de l'assimilation, il y a celle de l'aliénation, celle des spiritualités africaines, etc. etc. Donc c'est un livre qui est d'une actualité brûlante. Pour finir par le public camerounais, les questionnements, certains, sont à peu près les mêmes et l'accueil, lorsqu'il est enthousiaste, il est vraiment extrêmement chaleureux. Moi, j'ai été très ému par les mots de Patrick Nganan lorsqu'il a reçu un exemplaire de ce livre, même si il ne peut plus être poser les pieds sur le sol camerounais. C'est un éminent représentant de ce pays et il a applaudi la sortie de ce livre. Voilà des choses qui me réjouissent. Je peux citer également le DP, mon ami, confrère et frère Aman Mana, directeur de publication du journal Le Jour, qui a été enthousiaste, qui a dévoré ce livre et qui m'en a dit le plus grand bien. Donc voilà quelques personnalités qui ont accueilli ce livre avec beaucoup d'enthousiasme et j'espère que grâce à la plateforme de Madon, ce livre sera de plus en plus disponible dans les mains camerounaises et africaines d'une manière générale. Maintenant une question, certaines critiques comparent votre écriture à celle d'auteurs comme Amadou Kourouma ou Léonora Miano. Quelle place revendiquez-vous dans la littérature africaine contemporaine? Ce serait prétentieux, vraiment, d'essayer de revendiquer pour un primo-romancier comme moi. Ce serait vraiment prétentieux et très orgueilleux de revendiquer déjà une place aux côtés de ces écrivains et écrivaines de métier d'abord. Je continue d'exercer mon métier de journaliste et avec beaucoup de bonheur et je vais poursuivre dans ce sens. En revanche, les comparaisons permettent d'avoir confiance de plus en plus en son écriture, en ses choix littéraires, de creuser davantage en nous parce que c'est comme ça que moi j'envisage la littérature, de creuser au fond de soi pour essayer d'exhumer des choses qui pourraient éventuellement nourrir un projet littéraire. Ça, c'est ma démarche. Et donc, par conséquent, ce n'est pas seulement une manière d'être flatté, c'est une responsabilité que de s'entendre dire que l'écriture rappelle celle de Léonora Miano, de Kourouma ou, comme m'a dit l'immense critique littéraire Boniface Mungombusa du Congo-Brazzaville, Boniface Mungombusa, en lisant le Testament de Charles, a pensé à l'aventure ambiguë, l'immense classique qu'est l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. C'est juste une responsabilité considérable sur les épaules d'un primo-romancier. Ouais. Comptez-vous explorer d'autres figures ou périodes historiques dans vos prochains projets ou voulez-vous continuer à vivre le testament de Charles encore plus profondément? Je n'ai pas choisi d'écrire sur le capitaine Charles Ntchoréré. C'est une histoire qui est venue à moi. J'ai répondu à un appel en me lançant dans l'aventure de l'écriture de ce qui a abouti à ce roman, Le Testament de Charles. Et la suite sera exactement du même acabit. De toute façon, le prochain projet littéraire est déjà en route. Je ne vous dirai pas de quoi il parle, mais il est déjà en route. Et il procède exactement de la même démarche. Ok. Mais si Charles avait survécu, pensez-vous qu'il aurait remis en cause son engagement pour la France?
Si Charles avait survécu à la Seconde Guerre mondiale, Ouais. je pense qu'il aurait procédé à une remise en cause totale, en particulier après les massacres de Thiaroye de décembre 1944. Parce qu'il s'agit là d'une forfaiture dont, à mon avis, il n'aurait absolument pas été fier. Nous sommes en 2024 quand vous finissez le roman, du moins quand vous le sortez. Mais ma question, donc vous connaissez la vérité, vous savez ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que vous finissez le roman sur des interrogations plutôt que de le finir sur des réponses? C'est un choix de romancier. Écrire un roman, ça n'est pas faire un essai. On n'est pas là pour essayer d'avancer de manière masquée avec des idéologies ou des réponses préconçues. On construit des histoires et ces histoires sont porteuses d'interrogations où elles suggèrent des voies et chacun a fait son miel. Ça, c'est le roman. Et je tenais particulièrement à rester dans le roman, surtout que ma démarche a commencé par la biographie. Et quand mon épouse me disait « tu n'as pas touché la cible », c'est que je n'étais pas dans le roman. Donc, je ne vais pas faire un roman pour commencer à élaborer des thèses intellectuelles ou universitaires sur tel ou tel sujet. Non, ce n'est pas mon propos, c'est le roman. On a bientôt fini. Tout à l'heure, en parlant de votre épouse, vous avez dit à un moment qu'il y a des moments où votre épouse et vous pleurez. Donc, je voulais savoir quel a été le moment qui vous a le plus ému lorsque vous écriviez ce roman? L'écriture de ce roman a été un long cheminement. S'il y a un moment charnière, je dirais que c'est quand il s'est agi pour moi de m'arrêter après une quinzaine de chapitres pour aller écrire l'épilogue. C'est-à-dire que je suis allé écrire la fin sans avoir fini l'écriture du roman. C'est une mise en abîme vertigineuse. Je n'ai jamais éprouvé un tel sentiment, à part peut-être quand mon épouse me met au pied du mur et qu'il faut que j'avance spirituellement. C'est considérable. Mais on sort de là avec des textes solides, profonds, dont le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, nous, Madon, nous avons été très heureux de recevoir ce livre. Nous sommes très contents de le distribuer, de le revendre. Et à chaque fois que nous faisons une vente, nous essayons toujours de rappeler la personne et lui dire de nous faire un feedback une fois qu'il aurait lu le livre, parce que nous sommes vraiment extrêmement impressionnés par le contenu. Déjà la méthode, l'histoire, et puis le courage même d'avoir choisi ce thème. Vous qui ne vivez pas en Afrique, vous vivez, comme on dirait, dans le cas ennemi, et vous vous permettez d'écrire une histoire comme ça, avec une telle vérité crue, nue. Vous ne l'habillez pas du tout, à croire que vous n'avez pas peur d'être rapatrié, mais nous on a beaucoup apprécié, on a beaucoup aimé. Donc, parlant de Madon, qu'est-ce que vous pensez de Madon? Je crois que c'est une plateforme qui est pleinement de son temps. Autrement dit, la révolution numérique permet de dématérialiser une partie de ce qui, dans l'ancienne économie, ou l'économie du 19e et du 20e siècle, du début du 20e siècle en tout cas, la première moitié du 20e siècle, était extrêmement lourd et improbable. Que je puisse, moi, personnellement, commander un livre en ligne, le faire livrer à Abidjan, alors que j'habite Paris et que la société de Madon est basée au Cameroun, faire cette livraison en 48 heures, comme ça a été le cas, est juste prodigieux.
Donc moi j'ai vraiment été impressionné par la facilité avec laquelle on peut commander, payer et faire livrer en cadeau un livre avec des distances somme toute très importantes. La Côte d'Ivoire n'est pas tout à fait la porte d'à côté. Abidjan n'est pas tout près de Douala. Et donc, vraiment, je trouve que cette jeune entreprise fait un travail formidable. J'espère qu'elle poursuivra et qu'elle se développera d'ailleurs pour pouvoir livrer un tout petit peu partout en Afrique, pas seulement en Afrique francophone, mais aussi dans l'Afrique anglophone, lusophone, etc. C'est une belle entreprise. Super. Je vous remercie d'avoir joué le jeu et merci pour votre temps et surtout merci pour cette œuvre. Merci beaucoup à vous et bon vent pour la suite. Merci.